Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la grande édition du journal de ce mercredi 7 février 2018. Le point des négociations en cours entre le gouvernement, les centrales et les confédérations syndicales a été fait au cours du point de presse à l'issue du conclave gouvernemental de ce jour. Nous en parlons dans cette édition. La question relative à la caisse autonome d'amortissement ayant créé l'annulation d'un prêt de la Banque islamique de développement a été débattue au cours du même conseil. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, 7 février 2018, c'est la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales faites aux femmes. Les négociations en cours entre le gouvernement béninois, les centrales et les confédérations syndicales ont fait l'objet de débats au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 7 février. Le ministre Joseph Diogbenou fait le point. Je vais vous dire puisque j'ai eu l'honneur de prendre part à cette rencontre, ce que j'en retiens, sans aller bien entendu dans le détail. C'est un échange empreint, ce sont des échanges empreints de responsabilité, de courtoisie et de compréhension de la situation actuelle de notre État, de responsabilité. Bien entendu, les différents partenaires sociaux ont réexposé les préoccupations qui leur paraissent essentielles. Bien entendu, le président de la République a fixé le cadre de cet échange, les motivations de cet échange-là, inscrit dans ce besoin de dialogue permanent. Bien entendu, en réponse, le président de la République n'a pas manqué, avec ses collaborateurs, d'insister sur l'état réel du pays. J'ai l'impression que, même si pour le faire, il faut être audacieux, la vérité permet d'avoir de l'éclairage, la lumière, et permet aux uns et aux autres d'avoir plus conscience, et en ayant plus conscience de la réalité, d'avoir plus confiance en nos institutions. J'ai eu l'impression que ce dialogue de vérité nous a permis de faire un pas important. Vous savez, un État est comme un être humain. Un État, c'est comme le père de famille. Un État, c'est comme la mère de famille. C'est comme une société. Un État ne peut donner plus que ce qu'il a. Et nous avons pour obligation essentielle, le président de la République a pour obligation essentielle de faire en sorte que ce que nous avons soit réparti de manière convenable, de manière durable, dans la perspective de satisfaire les intérêts du plus grand nombre. Et ce discours de vérité, j'ai l'impression qu'il a été bien compris et nous attendons sur le front social, nous attendons les réponses adéquates. Le Conseil des ministres s'est également penché sur la situation à la Caisse autonome d'amortissement qui a entraîné l'annulation des crédits de la Banque islamique de développement et les mesures prises par le gouvernement béninois à l'encontre des responsables des dérives ayant abouti à cette situation. On écoute une fois encore le garde des Sceaux. Le fond de ce sujet, c'est l'existence, pas arrêtée, d'une possibilité de répartition d'avantages liés à la collecte des intérêts, des frais au profit des agents de la Caisse autonome d'amortissement. C'est une question de prime. À partir du moment où l'agent a un intérêt spécifique, particulier, cet intérêt est pris en compte aux dépens de l'intérêt général. Si le gouvernement avait, dès qu'il est entré en fonction, supprimé aussi ces avantages, que n'aurait-on pas dit? Bien entendu, nul n'ignore qu'il est important qu'un travailleur ait les ressources qu'il faut, profite aussi de son travail. Mais dans tout état de cause, l'intérêt général doit primer sur les intérêts individuels particuliers. Alors la réponse spécifique, c'est de dire évidemment, oui, à la base de cette situation, il y a la responsabilité individuelle des agents.
Parce que le modèle de prêt, l'institution auprès de laquelle le prêt est sollicité, pour nos populations les plus pauvres, on a parlé tout à l'heure de l'identification des pauvres. Eh bien, ce modèle de prêt et cette institution considèrent que dans les conventions, on ne peut pas et on ne doit pas instituer des intérêts. Le gouvernement a admis cela, a considéré que ce qui vaut entre l'État et la Banque islamique de développement vaut entre la CAA et le Fonds national de microfinance. Et c'est la condition essentielle à laquelle le crédit devrait nous être accordé. Et lorsque, par voie de substitution du document signé par les autorités béninoises, l'on a envoyé une convention dans laquelle l'on a introduit les frais sur la base de l'arrêté que le ministre, heureusement, de l'économie et des finances a abrogé. Eh bien, la situation, la réponse normale, même si elle n'est pas explicite, c'est d'écarter donc notre demande de convention de prêt dans ce secteur-là. Donc, il faut bien, en toute responsabilité, faire en sorte que cela ne se reproduise. Et c'est pour cela que, dans tous les secteurs, des situations de la même nature doivent être résolument évitées. Bientôt, une société dédiée aux infrastructures routières pour la gestion et l'entretien des ponts-péages, des routes et les services connexes. C'est une importante décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le ministre Joseph Diogbenou expose le contenu de ce projet. Le ministre de l'Économie et des Finances a soumis à l'appréciation du Conseil des ministres une communication relative à la création de la Société des infrastructures routières du Bénin. Cette initiative vise à corriger les insuffisances notées au niveau de la gestion des ponts-péages de notre pays et à inscrire dans la durée l'entretien des grands axes routiers que le gouvernement met en chantier. La nouvelle société aura à charge non seulement de gérer, développer et entretenir les infrastructures routières et autoroutières, mais aussi d'améliorer leur qualité. Elle sera régie par les règles de droit privé, avec comme actionnaire l'État béninois et d'autres entités publiques qui en ont la capacité. Cette société aura aussi pour vocation d'assurer l'accroissement et la sécurisation des ressources issues de l'exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes. La création de cette nouvelle société entraînera la subdivision du réseau routier national en deux catégories, notamment, premièrement, le réseau routier à péage, qui sera géré par la Société des infrastructures routières du Bénin, à l'exception du contournement nord de Cotonou et d'autres ouvrages de même nature qui pourraient être construits ultérieurement. Deuxièmement, le réseau routier sans péage et les pistes rurales dont l'entretien sera à la charge du fonds routier. Le Conseil a marqué son accord pour le principe de création de la Société des infrastructures routières du Bénin et instruit les ministres concernés à engager les actions nécessaires pour sa constitution diligente. La communauté internationale célèbre ce jour la 15e édition de la Journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales faites aux femmes. Où en est le Bénin dans cette lutte? Élément de réponse dans ce reportage. Passé de 12% en 2012 à 7% en 2015, les mutilations génitales féminines sont toujours d'actualité au Bénin. Reconnues au plan mondial comme une violation des droits fondamentaux, elles désignent l'ensemble des interventions consistant à altérer les organes génitaux de la fille ou de la femme. Selon Dr Magloyevi, chirurgien urologue andrologue en service au CNHU de Cotonou, la mutilation génitale entraîne plusieurs conséquences sur la santé de la jeune femme. L'hémorragie est la première conséquence
Et on perd des enfants. On perd des enfants parce que celle qui va faire cette excision n'est pas outillée pour faire une hémostase. On coupe juste et puis on fait les pansements avec les plantes médicinales destinées à arrêter l'hémorragie, ce qui ne marche pas dans tous les cas en fonction de l'importance de l'hémorragie. Deuxièmement, les éléments qu'ils utilisent pour faire l'excision ne sont pas toujours stériles et peuvent être exposés à des débris telluriques et donc responsables du tétanos. Ce sont les conséquences immédiates. Les conséquences tardives, lorsque l'enfant arrive à l'âge adulte, la cicatrice de cette excision peut être très douloureuse et faire que la femme en âge de maturité va avoir des difficultés à accepter la sexualité. WILDAF Bénin, une organisation en charge de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de la fille et de la femme, n'est pas restée en marge de la lutte contre cette pratique. Plusieurs activités ont été menées dans ce cadre selon Maître Huguette Bokwe-Yankadja, coordonnatrice de WILDAF Bénin. Je peux déjà vous dire qu'en avril 2017, WILDAF a organisé un atelier, un grand atelier sous-régional, régional en fait, sur les mutilations génitales féminines. Nous l'avons fait grâce à l'appui d'un de nos partenaires qu'on appelle Equality Now, qui est une organisation internationale dont le siège est à Nairobi. Nous avons voulu en faire un atelier régional. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas réuni beaucoup de personnes de la région, mais ce n'est pas grave. Dans un temps, au cours de cette année, nous ferons un deuxième atelier. Mais en tant que juriste, nous avons fait venir des juristes, des magistrats, des avocats. Nous nous sommes penchés sur les aspects légaux des mutilations génitales féminines. Le Bénin dispose depuis mars 2003 d'une loi réprimant les mutilations génitales féminines, une loi dont l'application est hésitante. Maître Huguette Bokwe-Yankadja lance à cet effet un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes. C'est que nous ne devons pas baisser la garde, que nous ne devons pas considérer que le fait d'être passé de 17% à 7% entre 2000, 2002 et 2017 constitue une gloriole dont il faut se contenter et baisser les bras. Que plus que jamais, nous devons nous lever pour aller jusque dans les zones où il y a des poches de résistance, poursuivre et intensifier la sensibilisation et mettre en œuvre l'application de la loi. Il faut noter que des cas de mutilation génitale féminine sont toujours signalés. Refermons cette édition avec le sport. Le championnat d'Afrique des nations de football était à sa 5e édition cette année. Un averti du football africain, Steven Lavon, le rédacteur en chef du site panafricain Africa Top Sport, témoin de cette édition, fait une analyse comparative des 5 éditions du CHAN et de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, la compétition phare de la Confédération africaine de football. Il y a des équipes qui ont surpris, bien évidemment. Il y en a eu, notamment le Congo. Le Congo qui est allé en quart de finale et qui a dû céder dans les tirs au but face à la Libye. C'est une équipe congolaise qui avait déjà éliminé l'RD Congo, championne en titre dans les qualifications. Donc ouais, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément là, mais qui a fait son bonhomme de chemin et qui l'a si bien fait. Je parlerai de cette équipe congolaise là comme l'équipe surprise, parce que à côté la Libye, on sait ce qu'elle vaut sur le continent à travers ces clubs qui sont souvent sur la scène continentale. Le Soudan également, on sait ce que ça vaut avec ces clubs Al-Merreikh, Al-Hilal, Obaïd, Al-Ahli. La Zambie également, on sait ce qu'elle vaut sur le continent, donc sa présence en quart de finale n'a pas surpris. C'est plutôt le fait qu'elle ne se qualifie pas pour la demi-finale, par exemple, qui a surpris, parce que la Zambie, c'est Zesco, c'est Zanaco, des clubs qui sont assez puissants sur la scène continentale aujourd'hui. Donc, qui est surprise pour moi, on peut dire le Congo, qui a quand même fait une belle compétition et qui peut-être méritait d'aller plus loin, mais ils sont tombés plus fort que sur la Libye,
Même si ça s'est décidé dans les tirs au but. Vous savez ce que c'est la séance des tirs au but. Alors, s'il y a un joueur qui impressionne tout son monde, c'est bien évidemment l'attaquant marocain Ayoub El Kabi. Hein, c'est plus facile de faire comme ça, parce que bon, je pense que 5 journalistes sur 5 vous diront que le joueur qu'ils ont aimé dans cette compétition, c'est Ayoub El Kabi. C'est un joueur impressionnant, surtout de par son parcours, parce qu'il était encore en deuxième division marocaine il y a un an seulement. Il évoluait au Racing Casablanca, où il a marqué 25 buts la saison dernière en D2, et au Coin Club de la Botola, qui est la première division marocaine, lui a offert sa chance, à part la Renaissance Berkane, qui est un jeune club, donc la Renaissance Berkane avec laquelle il évolue depuis en première division, et avec laquelle également il marque beaucoup de buts. Donc, c'est sa première compétition continentale, et il a marqué 8 buts, qui est un record de buts dans la compétition. Hein. En CHAN, aucun joueur n'avait marqué 8 buts. Le précédent record était de 5 buts, qui était détenu par le Zambien Given Sengoulma lors de la première édition du CHAN en Côte d'Ivoire. Donc ce qu'a fait Ayoub El Kabi est exceptionnel. Je pense que tout le monde ici est assez impressionné par la qualité de buteur de Ayoub El Kabi. Et donc je pense que c'est un joueur à qui on prédit un bel avenir. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Zaret TV.